Bon, bah, bonjour et bienvenue. Donc, pour démarrer l'année 2024, j'avais prévu donc de venir donner cette conférence après avoir été annulé deux autres conférences. Les deux dernières, j'ai pas pu venir parce que je me suis fait une fracture du col du fémur et donc oh là là, j'ai pas pu. Voilà, donc je démarre l'année, je suis contente, je vais bien et le thème que je vous ai choisi, c'est amour et liberté. Alors d'abord, c'est un thème qui m'est cher, hein, parce que moi, la liberté, ça fait partie de mes valeurs hautes dans mon profil de personnalité. Donc je me suis toujours questionnée depuis que j'ai 12, 13, 14 ans sur la question de est-ce possible de vivre la liberté en amour. Et ça a cheminé, ça fait son chemin toujours et encore. Et je reste toujours avec cette question, qui est quand même une question philosophique, hein. Est-ce que c'est possible de marier la liberté en amour? Est-ce que ça s'oppose? Est-ce qu'au contraire, on peut trouver une alliance? Et ça veut dire quoi être libre en amour, hein? Alors voilà, ça c'est vraiment la première interrogation qu'on peut se poser en introduction. C'est quoi se sentir libre dans la relation? Alors, je vais commencer par vous donner la définition de la liberté, hein. Bon, ça on le trouve dans le dictionnaire, donc c'est pas très compliqué. Donc, de façon générale, la liberté, c'est un terme qui désigne la possibilité d'action ou de mouvement. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous sentir libre quand vous ne vous sentez pas enfermé, ni contraint, ni séquestré, ni enfermé, voilà, des choses comme ça. Donc, un sentiment, on va plutôt parler d'un sentiment de liberté intérieure. Parce que la liberté, c'est un grand mot, mais on ne sait pas trop ce qu'elle veut dire. C'est l'individu qui peut sentir s'il se sent libre à l'intérieur ou pas. Donc, quelle que soit la situation d'ailleurs, hein, vous pouvez avoir des. Je prends un exemple. Une situation genre SM, où les deux sont consentants, vous verrez qu'il y a à voir avec le consentement, et qu'il y en a un qui domine l'autre. En réalité, si les deux sont consentants, à ce moment-là, il y a de la liberté. Hein, s'il y en a un qui n'est plus consentant, qui dit oui tout en voulant dire non et ne sait pas trop s'il veut dire oui ou non, là c'est moins clair. Donc vous verrez que le sentiment de liberté, c'est vraiment toujours quelque chose qui nous est propre. Je me sens libre à travers telle ou telle situation. Peu importe à la limite la situation, c'est vraiment vous qui vivez à l'intérieur. Mais il y a quelque chose à voir avec cette notion de se sentir enfermé, dominé, séquestré, voilà. Et c'est intéressant que vous voyez jusqu'où par moment, même dans une relation où vous avez l'air d'être libre, ou que l'autre vous dit, vous tient un discours, ah bah oui, mais tu es libre de faire ce que tu veux, etc., vous ne vous sentez pas libre. Ça arrive aussi. Donc, en amour, la liberté donne l'occasion de ressembler à ce que vous voulez être. Souvent, si je me sens libre, c'est que je me sens aimée pour qui je suis. C'est que je me sens plus être moi-même face à l'autre. C'est souvent en lien avec cette compétence qui est à acquérir sur le chemin de la relation, hein, qui est plus je me sens en capacité d'être moi-même, de me positionner, de dire ce que je veux pas, de mettre mes limites, etc. Plus je suis moi face à l'autre et plus je me sens libre en fait. Et ça, vous allez voir qu'il y a euh, une idée dans la liberté en amour, c'est d'être proche de soi, d'abord et avant toute chose, euh, pour pouvoir être proche de l'autre. On dirait ça comme ça. Mais si ce travail n'est pas fait, vous avez peu de chances de vous sentir vraiment libre intérieurement. Enfin, ça, c'est mon expérience, mon observation, et puis aussi ce qu'on. Voilà, être soi face à l'autre, c'est quand même pas évident, c'est un chemin, et pour y arriver, il faut se clarifier, faut y voir. Voilà, il faut un peu apprendre à se connaître et mieux savoir qui est ce moi, de quoi je suis fait. Est-ce que je me connais pour savoir poser mes limites? Parce que si on dit la liberté, c'est je fais tout ce que je veux, je fais ce que je veux, moi, à mon avis, ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que je fais que ce que je veux, tout ce que je veux, que je me sens forcément libre. C'est plus à voir avec je me sens moi face à l'autre et je tiens une posture de la juste distance face à l'autre, par exemple. Voilà. Plutôt que je fais tout ce que je veux, nanana. Ça, c'est vraiment très, très enfantin. Je fais tout ce que je veux et j'ai l'impression d'être libre. Pas gagné, ça, à mon avis. Euh, voilà, parfois vous vous sentez obligé de faire des choses ou d'adopter une apparence que vous n'aimez pas. Et donc là, vous ne vous sentez pas libre parce que la liberté en amour va être aussi en lien avec la capacité de faire un choix. Et je vous l'ai dit, mais je vous le redis, et ça je vous le dis vraiment avec véhémence,
c'est vraiment dire oui ou dire non à chaque instant. Donc, pour dire oui, je suis d'accord, oui, ça me tente, oui, j'ai envie ou j'ai pas envie, il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et ça, c'est pas évident. Très souvent, vous avez des personnes, et moi, ça m'est arrivé de dire oui à la personne, à une proposition de mon compagnon ou de mon partenaire, alors qu'en fait, ben, c'était pas un vrai oui. Donc, c'est pas évident, et ça se travaille, de dire un vrai oui, un vrai non. Mais encore faut-il sentir, parce que des fois vous dites oui alors que c'est un non. Par exemple, pour faire plaisir à quelqu'un, vous allez dire bah oui, je veux bien aller avec toi au cinéma, parce qu'il vous propose d'aller au cinéma voir tel film. Mais en fait, à l'intérieur, ça ne dit pas vraiment oui. Pareil pour... bon, alors là, on est sur des choses assez simples, mais ça peut concerner les règles d'exclusivité. C'est déjà un peu plus chaud. D'accord? Et donc, vous pouvez dire oui alors que vous avez envie de dire non, sous prétexte, et on le reverra, que bah oui, c'est très joli de laisser l'autre libre, voilà, ça fait très poétique, et on s'approprie personne, etc. Donc, par rapport parfois à des idéaux que vous avez sur vous et sur les autres, vous pouvez vous tromper, et même faire du déni et dire oui alors que vous voulez dire non. Parce qu'intérieurement, bah vous allez vous méprendre, et la liberté, elle vient du sentiment intérieur. Je me sens libre quand je suis moi face à l'autre. Rappelez-vous cette définition que je donne, qui à mon avis est plus juste que quand je fais tout ce que je veux, là, l'air. Voilà. Ça, c'est un premier point que je voulais poser dans la définition de la liberté en amour. Souvent, la liberté s'oppose à l'amour. Vous avez remarqué, d'ailleurs, je vous rappelle la chanson de Moustaki, hein, Ma liberté. Alors, je ne vais pas vous faire une petite chanson, hein, longtemps, je t'ai cherché. Alors, il disait comme ça dans son texte, Ma liberté, pourtant je t'ai quitté pour une belle géolière. Donc, on voit ici, dans ce texte, hein, qu'effectivement, à un moment donné, il est d'accord pour se laisser enfermer quelque part, c'est-à-dire d'accepter les contraintes de la relation amoureuse. Géolière, elle va l'enfermer, il va lui donner du pouvoir. En fait, c'est ça le truc. Et il y a une acceptation du pouvoir que je te donne pour me sentir aimé de toi ou pour t'aimer. Et ça, c'est un vrai travail, c'est pas gagné. Hein. C'est pour ça qu'on dit souvent que la liberté rime pas forcément avec l'amour, que ça s'oppose. Il va y avoir une certaine tension entre la liberté et l'amour, parce que dès que je fais avec un autre que moi, alors à ce moment-là, je travaille avec la différence. Je ne fais pas avec un double de moi. Si je prends un double de moi-même, bah, c'est bien, mais bon, pourquoi pas. Mais en général, vous allez vous heurter à la différence de l'autre très facile. Enfin, au bout de 4, 5, 6 mois, vous allez voir que vous allez vous heurter à la différence. Et donc, par rapport à cette histoire de différence, et tout le travail du couple d'ailleurs, eh ben, il va y avoir de la tension entre j'ai envie de ça, ou tu réponds pas à mon besoin dans l'instant, et moi j'ai envie que tu répondes à mon besoin, tu fasses que ce que je veux, et toi tu veux pas faire ce que je veux, mince. Et donc il va y avoir une tension entre mon désir, mon besoin, ton besoin, et ce sentiment de je ne suis pas libre à cause de toi, parce que tu ne fais pas ce que je veux. Et moi j'aimerais faire tout ce que je veux, comme les enfants. Voilà. Et ça, c'est juste pas possible dans la relation. Donc il va y avoir des heurts, des fractures des fois très fortes par rapport à cette envie d'être libre, c'est-à-dire de soumettre l'autre à ce qu'on veut soi. Donc ça va passer parfois par des rapports de pouvoir, malheureusement. Mais pour moi, de mon point de vue, la liberté, elle vient de... Enfin, ce sentiment de liberté intérieure, il vient non seulement de l'acceptation des contraintes, l'acceptation du fait que je vais avoir à faire des compromis avec toi, à négocier certaines choses, pas trop de compromis ni trop peu, mais quand même, puisque je suis en relation, j'ai quelqu'un de différent, je ne vais pas faire tout ce que je veux, hein, et en même temps, je ne vais pas te soumettre, je ne vais pas par autorité te soumettre non plus à tout ce que je veux, parce que sinon je suis vraiment tyrannique. Voilà. Donc il va y avoir quelque chose vraiment de complexe dans cette affaire de faire des négociations et des compromis avec l'autre à l'endroit de nos différences, sans pour autant le soumettre en mode domination et tyran. J'exige que tu fasses ce que je veux parce que moi, ça me plaît comme ça. Sinon, basta. Et en même temps, oui, il va falloir, et ça c'est tout le travail du couple, parce que je le vois sans arrêt dans les thérapies de couple, faire ce travail de négociation entre mes besoins, mes envies, tes envies, ma différence, ta différence.
et c'est pas gagné d'avance, c'est comme une danse. Et pour que ce soit fluide, au niveau d'un sentiment de gagner en liberté, eh bien, il va falloir ouvrir son cœur quand le cœur est fermé, réouvrir son cœur quand le cœur est fermé. Et surtout, un des ingrédients qui peut servir à ne pas tyranniser l'autre ou à ne pas vous soumettre à un autre que vous aimez, ça va être de vivre en vérité. Vous allez le voir, je vais redévelopper cet ingrédient qui est plus vous vivez en authenticité, plus vous apprenez à être vrai, plus vous êtes vous face à l'autre, et plus la communication va être fluide, et plus vous allez gagner en fermeture et en ouverture du cœur. Voilà. En tout cas, c'est mon expérience. C'est pas que mon expérience, c'est aussi vérifié dans les couples avec qui je travaille, parce que la relation de longue durée n'est pas évidente, de fait de ces différences, de fait de beaucoup de moments on se sent pas libre parce qu'on se sent contraint par la relation et par l'autre, hein. Forcément on est en relation, on fait pas ce qu'on veut tout le temps, et donc on a envie souvent d'arrêter le lien ou de tyranniser l'autre, voilà, ou de le contraindre ou de le forcer, et ça marche pas bien, voire pas du tout. Donc ce qui va souvent permettre de fluidifier, c'est de parler en vérité de soi, de son ressenti. Donc ça c'est la part du féminin en nous, hein. Notre féminin intérieur a l'habitude d'exprimer nos ressentis, nos vécus, et de pouvoir les nommer à l'autre qui peut aussi faire pareil. Voilà. Donc le consentement, ça va être très important par rapport aux relations de pouvoir. Donc il va y avoir de la liberté et de l'air si vous êtes consentant, hein, vous vous mettez d'accord en négociation, comme si l'amour, la justice, le bien commun pouvaient donner sens à la liberté. Voilà. Et donc les relations de non-consentement vont s'opposer à la liberté. Donc je ne suis pas... quand l'autre me tyrannise aussi, hein, si vous avez un partenaire qui vous tyrannise et que vous acceptez d'être tyrannisé, vous vous soumettez, vous êtes en servitude, même si vous pensez que vous ne l'êtes pas. Bien souvent, moi, parce que je travaille avec la dépendance affective, hein, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir sur le sujet de la dépendance. Et ce que vous observerez si vous-même vous êtes un tantinet dépendant, voilà, c'est que vous vous soumettez trop à l'autre, en fait. Et il y a une forme de déni dans je consens à me soumettre, à te faire plaisir, par exemple, pour ne pas perdre le lien. Donc, un des pièges, ça serait de ne pas voir cette affaire, hein, de méconnaître cet aspect qui est je te dis oui alors que j'ai envie de te dire non, parce que je ne veux pas perdre le lien, ou que je ne veux pas te fâcher, ou que j'ai peur du conflit, ou que j'ai peur des conséquences fâcheuses de ne pas me mettre en accord avec toi. Voilà. Donc je me soumets à toi. Et tu deviens mon tyran, mon bourreau, et après je me plains. Mais je me plains alors que j'ai dit oui, alors je voulais dire non. Donc vous allez voir que beaucoup cette histoire de liberté en amour va avoir à faire avec la compétence interne de dire oui, de dire non, et un vrai oui et un vrai non, donc de se positionner, de s'affirmer face à l'autre. Ça s'acquiert, hein. C'est pas quelque chose de simple. Parfois vous avez l'impression que vous êtes bon là-dedans, mais en fait il y a des zones aveugles où vous ne vous rendez pas compte que vous dites oui, alors que c'est pas vraiment, au fond, ça ne résonne pas. Alors comment on sait quand on dit un vrai oui ou un vrai non ? Eh ben, c'est ce que j'appelle le cœur ouvert. En fait, quand vous dites un vrai oui, votre cœur s'ouvre. C'est-à-dire c'est un vrai oui, ça s'expand en fait. Quand vous dites un oui pour faire plaisir, parce que vous avez peur de perdre, ou fâché, ou mécontenté, ou blessé, ou n'importe quoi, qui est du bricolage, en fait, ça c'est des endroits malsains. À ce moment-là, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'expansion. C'est un oui-non, un oui-bof, un oui mais je me force. Oui mais voilà. Et là, vous allez sentir, il faut que vous appreniez à sentir à l'intérieur cette différence entre le vrai oui, qui est le oui du cœur, qui s'ouvre, et le oui, je me force. Oui, mais pour des raisons malsaines, en fait. Voilà. Apprenez ça, parce que ça vous servira toujours, hein. Mais il faut dépasser la peur de perdre. Non, c'est un chemin. J'ai l'impression que hop, ça a l'air hop, c'est facile. Non, c'est un chemin qui prend des années même, hein. Déjà, voir que j'ai peur de perdre, c'est mettre de la conscience là-dessus. Et puis après, voir comment je me positionne. Plus je me positionne dans un vrai oui ou un vrai non, plus je permets à l'autre de se positionner en face. Hein, par exemple, exemple récent. J'ai rendez-vous avec toi ce week-end.
Et ben, l'autre, il attend, hein, il attend, bah oui, tu vas venir je sais pas, de Toulouse par exemple, donc tu vas venir. Et au dernier moment, hop, j'annule mon rendez-vous. Voilà. Alors que l'autre, il attendait. Bon. Et ben, je me désengage, ok. Donc, à mon avis, c'est oui, non, un non de sabotage. C'est-à-dire, plutôt que de le dire 3-4 jours avant, voire une semaine avant, en se positionnant, en disant, bah non, finalement, tu me plais pas tant que ça, bah, là, j'ai peur de te blesser, voilà. Donc, du coup, je suis un peu lâche, quoi. Et j'attends le dernier moment pour dire, bah non, j'annule. Voilà. Bon. Eh bien, c'est malheureux, c'est un peu misérable, parce que là, c'est pas la peur de perdre, c'est la peur de blesser. C'est très malsain comme truc. Parce que du coup, je ne dis pas un vrai oui. Du coup, l'autre, il a bloqué tout son agenda pour moi, machin, tout ça. C'est brutal, c'est violent. Ça n'a aucun intérêt, en fait. Il n'y a pas de liberté là-dedans. La vraie liberté, c'est... bon, elle se positionne 15 jours avant, une semaine avant, puis elle dit, bon non, finalement, je ne le sens pas, et je me désengage. Et c'est OK pour tout le monde. Là, un endroit, quand je me positionne, ça te permet de te positionner en face. Si je ne me positionne pas, je reste dans le flou. L'autre, il ne sait pas, il n'est pas télépathe, il sent, il ne sait pas, et oui, non, non, oui, machin, comme ça. Donc c'est toujours des trucs de bricolage qui foutent le bordel dans la relation. Donc apprenez, osez vraiment dire un vrai oui, un vrai non. Quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Et c'est beaucoup mieux pour vous et pour l'autre. Parce que vous n'avez aucun intérêt à rester dans des relations flottantes qui ressemblent à rien. Pour les deux d'ailleurs, vous n'êtes pas gagnant, c'est perdant-perdant cette affaire. Vous forcez à faire quelque chose, ou alors elle y va au dernier moment, elle dit « Ah non, je ne peux pas lui faire ça, il faut quand même que j'y aille, je m'étais engagée », mais elle y va contrainte, fait la gueule, et, aucun intérêt, quoi. Autant de ne pas y aller et se positionner. Non, c'est vrai, franchement, à un moment donné, parce que c'est du temps perdu, vous avez mieux à faire, vous avez du temps, voilà, votre temps est précieux, passez du temps avec des personnes qui sont contentes d'être avec vous. Ceux qui sont à moitié là, tout en voulant être là, en ne voulant pas être là, bon, écoutez, vous faites autre chose de votre temps. Des fois, je suis un peu radicale, mais bon, voilà. Alors, quand l'amour rime avec la liberté, alors, quand est-ce que l'amour, là j'étais dans l'amour s'oppose à la liberté, et là je vais plutôt partir sur la thèse inverse, qui est quand l'amour s'allie à la liberté, quand l'amour rime avec la liberté. Alors que se passe-t-il? Eh bien, ça se passe, on se sent très libre, surtout dans les relations fusionnelles du départ, dans la lune de miel. L'impression, on idéalise l'autre, on se sent libre, on part sur notre fusée, là. Waouh, c'est ce que j'appelle la période de loukumisation. Et donc là, on est au top tous les deux. En général, on part ensemble, là, ça grimpe comme ça. Et là, on se sent très libre. C'est très ouvert. Voilà, nos deux cœurs sont ouverts, on y croit. Alors on projette, hein, c'est de la projection. Ce n'est que de la projection amoureuse. Il n'y a rien de réel là-dedans. Mais c'est pas grave. Voilà, faites-le en conscience. Et là, vous avez vraiment un immense sentiment de liberté. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que tous les possibles dans le futur sont ouverts. Et c'est ça le truc, en fait. La liberté, elle provient d'un sentiment qui s'accroît quand on imagine un futur ouvert, où tous les possibles sont ouverts. Et là, on se dit, oh, avec lui, c'est extraordinaire, ou avec elle, ça n'a jamais été comme ça. C'est vraiment la personne avec qui ça match. Les autres avant, c'était moyen, voire bon, il y a eu des ratés. Mais là, vraiment, je sens qu'avec lui, c'est vraiment, ça pourrait être la bonne personne. Et donc, tous mes futurs s'ouvrent. Voilà. Donc, on est évidemment dans une orientation future, vous avez compris? Il n'y a rien de... Dans le moment, je me sens libre par rapport à un imaginaire du futur. Mais notre petit ego adore créer des options ouvertes dans le futur. C'est comme ça qu'il se sent vivant. On est basé sur la survie. Je vous rappelle que biologiquement, notre organisme est orienté sur la survie. Et donc, dès qu'il y a imaginaire, futur, menaçant, dangereux, évalué comme dangereux ou enfermant, on ne se sent plus libre dans le présent. On se sent angoissé maintenant, contracté. Mais à l'idée que dans le futur, tout va être merveilleux, tout est possible, etc. Alors là, d'un coup, hop là, tout qui s'ouvre. D'accord ? Donc évidemment, vous avez compris que c'est un processus égotique de s'imaginer un futur ouvert et que ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, on ne la connaît pas demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain, mais on se sent libre dans l'instant par rapport à un futur ouvert qui est lié à la vie et pas à la survie.
Dès qu'on est dans la survie, on est précisément en train d'évaluer qu'est-ce qui va nous arriver comme catastrophe demain. Voilà, quel est le pire, quelles sont les catastrophes, on anticipe tous les dommages, les contraintes d'ailleurs. Et vous avez remarqué que la relation amoureuse, comme vous êtes à deux, et en général vous projetez sur du long terme pour construire quelque chose dans le suivi, il y a cette tendance au départ à projeter un idéal amoureux, donc tout est top, tout est qualité, que des qualités, et après, au bout d'un certain temps, vont commencer à apparaître les défauts, et là, avec les défauts, vont commencer à apparaître aussi les incertitudes, les doutes. Est-ce que vraiment c'est le bon partenaire? Mais il y a quand même pas mal de défauts. Mais là, voilà, il est plutôt il est exigeant, il est tyrannique, ou il est contre-dépendant, c'est-à-dire qu'il est évitant. Donc peut-être ça ne va pas le faire. Et là, vous passez en mode survie. Quand les doutes et les incertitudes prennent le pas sur les qualités, votre imaginaire futur devient négatif. Et vous passez de la vie à la survie. Et là, vous ne vous sentez plus libre. Donc, comprenez ce process. Alors, ça, c'est important. Comprenez ce process qui est simplement un process égotique, qui est... Il n'y a rien de vrai, de toute façon, dans l'anticipation négative. Des fois, vous anticipez négativement parce que vous êtes quelqu'un de pessimiste et vous avez tendance à cristalliser sur les défauts et à les agripper, à vous attacher aux défauts de l'autre et à fabriquer du futur négatif, anticipatoire négatif. Ça, c'est pas bon du tout. C'est assez malsain. Alors qu'au début, ça n'apparaît pas, cette affaire. Donc, ça n'apparaît pas parce que vous ne le connaissez pas bien. Vous n'avez pas encore vu tous les défauts. D'accord ? Mais ça n'a rien à voir. L'amour, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Ça n'a pas à voir avec de la survie. D'accord ? Donc, mettez votre attention à l'endroit où vous cristallisez trop dans des couples longs sur les défauts, les anticipations, les doutes dans le futur. Parce que là, de nouveau, vous n'êtes pas en contact avec la réalité, vous êtes en contact avec des projections dans le futur. Ok, le cerveau est organisé pour la survie, mais ce n'est pas la peine d'en rajouter des couches. Voilà, restez un peu plus conscient de vos pensées qui vous traversent, et notamment des pensées anticipatrices négatives. Voilà. Parce que des fois, elles sont fausses en plus. Parfois, ça peut être vrai, parfois, c'est faux. Donc, revenez dans le présent. Voilà. Et la liberté viendra justement d'une double... d'une qualité, d'une compétence à acquérir de nouveau, qui est traiter l'information, mettre de la distance avec mes pensées négatives ou mes processus, mes projections d'idéalisation parce que c'est ni l'autre il est top et ni il est complètement nul. Donc c'est la nuance en fait, c'est une évaluation distancée avec le moi adulte qui permet d'être beaucoup plus dans le factuel et l'observation que des projections imaginaires grandioses. Voilà, que ce soit en plus ou en moins. Hein, ni idéalisation, ni désidéalisation. Restez plutôt en contact avec le factuel, instant après instant, ça vous aidera. Parce que sinon, ça part dans des trucs complètement délirants, souvent. Et là, il n'y a pas de liberté. Quand vous projetez sur l'autre que c'est un horrible, un tyran, un méchant, un machin, enfin tout ce que vous... un pourri, ou un pervers narcissique, ou je ne sais pas quoi, souvent vous avez faux. Hein. C'est assez délirant. Hein. Il y a quelques cas comme ça, mais la plupart du temps, c'est un imaginaire parce que vous avez vécu des expériences malencontreuses avec cette personne et du coup, ça part sur un futur, ça grossit les traits. Pareil sur la projection amoureuse de départ, ça grossit les traits de l'idéalisation, vous êtes sur la fusée à l'optimisation, ça grossit les traits. Donc, c'est que des imaginaires. Pourquoi pas? Mais c'est des imaginaires. Vous perdez le contact avec la réalité. Donc, vous allez remarquer que, que la liberté va avec... la joie de partager quelque chose ensemble, hein, c'est... comment je peux expliquer ça? Parce que si je suis tout seul devant un magnifique paysage, par exemple, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez je sais pas, passer, débrouillez-vous pour passer sans que ça... Voilà. Alors, si vous... le sentiment de liberté intérieure, je continue de développer cette idée, avec un compagnon ou une compagne. Il provient souvent de la joie que j'ai à partager quelque chose avec toi. Parce que imaginez, vous allez dans la nature, vous observez un paysage, un coucher de soleil magnifique. Bon, vous êtes tout seul, magnifique. Vous contemplez, vous êtes plein, etc. Mais si vous le partagez à deux, ça amplifie. Voilà. Et pourquoi les gens veulent faire des couples ou des relations amoureuses, à votre avis? Pour cette affaire. Et ils disent, quand je les interroge, interrogez-vous aussi, « Ah, mais je veux partager, je veux partager. » Pourquoi je veux partager? Parce que j'amplifie ma joie à deux. Si j'ai un sentiment de communion, par exemple, dans
en allant quelque part ou en vivant un moment spécial, eh ben, j'ai vraiment l'impression que dans le partage, ma joie se décuple. Donc c'est comme si la conscience va jouer à se reconnaître à travers un autre que nous pour se multiplier, mais pour s'amplifier. Mais vous l'avez autant, là je dis dans la joie à partager, mais dans les conflits ou dans les frictions, vous l'avez autant dans la crise. Ça va s'amplifier dans la crise. Vous avez... Voilà, donc dans le plus ou dans le moins, il y a quelque chose de l'ordre du plaisir à partager. Faites attention, ça peut être piégeux, parce que ça peut aller dans le même sens quand vous êtes dans quelque chose de difficile à vivre, dans une blessure. Voilà, donc la solution, c'est pas de rester seul, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être seul, parce que là vous êtes tranquille et peinard. C'est d'aborder la relation avec cette connaissance, en sachant que pour les moments de joie, ben, vous allez l'amplifier, mais vous allez aussi stimuler les blessures de l'enfance grâce à l'autre. Alors dites pas à cause, grâce à l'autre. Je sais pas à cause. Ça fait bosser. Il y a des moments où vous êtes fatigué de bosser sur vous, vous êtes épuisé. Ça me rappelle, j'avais fait une conférence sur le burn-out amoureux. Donc oui, donc vous voyez que ça peut être, il y a un temps pour être avec, pour amplifier la joie, mais ce n'est pas que du partage. Vous avez aussi, vous tapez le meilleur et le pire. D'ailleurs, c'est écrit dans le machin du mariage. Et pour le meilleur et pour le pire. Donc, il faut le savoir. Et c'est bien de savoir. Donc, il y a des moments, vous pouvez aussi, en le sachant, pas vouloir toujours partager. Puis j'entends des gens qui disent « je veux partager, je veux partager, je ne supporte pas d'être seule ». Oui, mais des fois, vous oubliez que c'est fatigant. Ça peut être épuisant quand il y a trop de conflits ou trop de friction, ou que c'est trop dur pour vous. Voilà. Donc, nuancer le propos. Voilà. Je veux partager. Ah, quand est-ce qu'on sent que l'amour rime avec la liberté? Quand on passe... Alors, vous avez été avec un ex, vous avez passé du temps avec une personne, c'est fini. Et puis, ça a été redoutable. Et puis, d'un coup, le prochain qui arrive, vous avez l'impression qu'il est très différent. Voilà, il n'est plus du tout pareil, je ne fais aucun compromis. Oh là là, avec toi, c'est merveilleux, je me sens libre, je me sens libre. Il y en a qui sourient, hein, qui connaissent le truc. Donc... ça va fantasmer sur « ah, avec toi, je suis libre, avec l'autre ». Et puis, alors, vas-y. Et alors, avec l'ex, là, c'était terrible. Il me faisait ça, je me sentais prisonnier. Là, c'était pas terrible. Mais maintenant, avec toi, je me sens libre. Donc là, on peut avoir un sentiment de liberté au départ en croyant à la nouvelle bonne personne. D'accord? Bon. C'est un truc à comprendre aussi. Je vous donne les machins un peu piégeux. Parce que tôt ou tard, cette nouvelle bonne personne va... s'avérer imparfaite sur d'autres points. Alors, elle peut être quand même, de manière conséquente, peut-être, ça peut être plus fluide, notre nouvelle relation, je vous le souhaite, hein, mais de toute façon, elle ne sera pas non plus parfaite. Donc, vous aurez de toute façon des limites à intégrer, des limites de vous et des limites de l'autre. Dans toute relation, il y a des limites. Donc, la totale liberté en amour n'existe nulle part. C'est une illusion totale. Parce que c'est un idéal, toutes les valeurs hautes, tous les idéaux n'existent nulle part que dans l'absolu. Donc vous redescendez sur Terre où il y a des limites. Le problème, c'est qu'on a un désir infini et qu'on arrive dans un être avec un corps fini et donc un désir fini. Ça, c'est le bordel. Et donc, du coup, vous allez vous colter les limites, les vôtres et les siennes. Quoi que vous en pensiez. Même si au départ, vous vous sentez plus libre, etc., tôt ou tard, vous vous sentirez moins libre. Et ça, c'est normal. Bon, même si ça peut être mieux. Ok. Alors, quand est-ce que l'amour rime avec liberté? Quand on a l'impression que les envies du partenaire nous correspondent, on a les mêmes goûts, les mêmes activités, les mêmes préférences, les mêmes tendances, donc voilà, ou les mêmes envies de voyage, ou d'expériences intenses. Il y a des gens qui se rejoignent sur les expériences intenses. On va faire un truc spécial. On va faire des expériences extraordinaires et ça, je vais me sentir tellement libre. Souvent, j'ai remarqué que le sentiment de liberté en amour, il vient avec l'idée d'avoir quelqu'un de spécial pour vivre des choses spéciales et uniques et intenses. Ça, c'est le truc. Attention, c'est addictif. Pas très sain, cette affaire. Parce que ça part sur de la grandiosité et de la toute-puissance.
avec toi, je vais vivre des trucs intenses, et ce pour toujours. Et on va passer d'un truc intense à un autre truc intense. Et donc, ça va dire, il va falloir vous accrocher en haut à des choses très ambitieuses et tenir la posture grandiose de nous vivons des expériences spéciales les unes derrière les autres, et il en faut toujours et encore. Parce que si ça redescend, vous allez faire la tête. Hein. Voilà. Et ça, c'est fréquent. En amour, c'est fréquent que quand vous êtes addict à l'intensité et qu'au départ, il y en a, il ne faut pas que ça chute, quoi. Il faut que ça reste à la hauteur. Vous avez compris? Donc, le problème, c'est que vous allez vous taper la routine, les habitudes, les contraintes, etc., et les limites. Voilà. Il y a des profils de personnalité qui détestent avoir à faire avec les limites. Ils veulent que des machins intenses tout le temps. Ils veulent que du bon et le meilleur tout le temps. Ils veulent que de la liberté tout le temps. Et la liberté, elle ne sera jamais à cet endroit-là. Jamais, jamais, jamais. Entendez bien, il n'y a jamais de liberté à l'idée de l'illusion de l'illimité, du no limits. Parce que vous serez déçu un jour ou l'autre, puisque vous allez tomber sur les limites, ça va être imparfait, et vous allez râler, vous allez être frustré. C'est pas aussi bien qu'au début. Au début, tu faisais l'amour de manière géniale, maintenant, ou moyen, ou bof. On partait, on voyage, maintenant, tu ne veux plus rien faire. T'es plan-plan, etc., etc. Donc vous allez être frustré, et vous allez avoir envie de changer de personne et de fantasmer sur autre chose, où l'herbe sera plus verte ailleurs, pour enfin pouvoir avoir toute la liberté et tout le meilleur dont vous méritez, parce qu'on quête tous le bonheur. Mais cette quête du bonheur illimité, elle est malsaine, elle n'est pas en contact avec la réalité, qui offre des limites sans arrêt. Donc vous allez toujours, si vous avez un profil qui tend vers l'illimité, vers un bonheur de liberté immense, inouï, vous serez toujours des grands déçus, des grands frustrés, parce que vous colterez la limite, quoi qu'il arrive, c'est comme ça que c'est prévu. Malheureusement, c'est comme ça, pas moi qui ai inventé. Donc la réalité est dans la contrainte. La liberté va se trouver assez rapidement, vous allez voir que la liberté va se trouver au sein même de la contrainte. Il faut piger ça. C'est pas gagné, hein. Mais bon, je vais redévelopper un peu. Voilà, donc tout vouloir, tout espérer, ça, c'est pas terrible. Ça va vous, c'est piégeux. Voilà. Donc, je veux tout, c'est de la toute-puissance de l'enfant, la pensée magique de l'enfant. Voilà, ça manque un peu de maturité dans l'adulte. Parce que on a affaire avec la limite, c'est comme ça. Ou alors de déposer l'amour rime avec liberté, ça c'est aussi une idée que j'ai eue, c'est quand vous déléguez le pouvoir à l'autre de vous faire vous sentir vivant. C'est géopolitique, quoi. Donc grâce à lui, vous vous animez, parce qu'avant vous n'étiez pas animé, vous étiez un peu éteint, d'accord, un peu seul, un peu éteint, un peu bof. Et d'un coup il passe par là, ou elle passe par là, d'un coup un grand coup d'animation. D'un coup, vous vibrez, vous rayonnez. Machin. Oui, mais vous déléguez le pouvoir à l'autre de vous faire vous sentir vibrant. Donc ça, il n'y a pas de liberté là-dedans. Réfléchissez à cette affaire. Après, vous allez vous plaindre que, oui, mais après, c'est pas toujours aussi intense, ou alors il vous anime plus, mais vous n'étiez pas animé avant. Donc, on le dit tout le temps, hein, tous les enseignements mènent au même endroit, on vous dit tout le temps, d'abord, vous vous animez en solo, et après, l'autre peut vous animer, ou vous animez à deux. Mais c'est pas l'autre vient m'animer. Ben non. Donc, pourquoi vous avez tendance souvent à demander à votre compagnon ou votre partenaire amoureux de vous faire vous sentir libre ou vivant? Parce que vous échappez ainsi à l'affaire du vide, à l'ennui. Voilà. Et que du coup, cette question d'échapper au vide, elle est juste énorme. On a tous envie d'échapper au vide ou à l'ennui, ce qui va créer l'addiction à l'intensité. Comme je ne veux pas m'ennuyer, si je suis quelqu'un qui n'aime pas m'ennuyer ou qui m'ennuie vite ou qui me lasse vite, alors je vais avoir envie de liberté, liberté synonyme avec l'intensité. Tout vouloir, toujours des trucs spéciaux, hein, des expériences inouïes. Et la société de consommation, elle renforce cette affaire puisqu'elle va vous proposer toujours plein de trucs, sans arrêt, d'un truc à un autre, d'un truc à un autre. Et donc du coup, vous pouvez être pris par ce truc cette histoire de la satisfaction plus. Je veux toujours être satisfait plus. Je ne veux pas être insatisfait et je veux toujours plus. Et tout ça pour échapper au vide ou à l'ennui de votre vie. C'est-à-dire votre vie étant insatisfaisante, trop insatisfaisante, et du coup, vous allez choisir un partenaire qui va remplir la coupe, alors que votre coupe est vide en fait. Et que vous ne voulez pas vous intéresser à la seule chose, le vide, l'ennui.
Si vous vous intéressez à votre ennui, vous ne pouvez absolument pas vous ennuyer. Il n'y a jamais d'ennui dans l'ennui. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de vide. Dans la physique quantique, le vide n'existe. Le vide est plein. Donc, quand vous évaluez « je m'ennuie » de chez « je m'ennuie », vivement qu'on me mette dans le menu un plat de résistance avec quelqu'un qui est épicé, qui va me réveiller, me sortir de mon ennui, ma fadeur de ma vie, ma vie insatisfaisante, avec un machin fusionnel à la clé, parce que c'est ça qui se passe, et ben vous déléguez le pouvoir à l'autre déjà, et puis vous ne vous intéressez pas à la source, qui est la question du vide et de l'ennui. Parce que c'est ça qu'il faut examiner. Le jour où vous résolvez cette affaire du vide et de l'ennui, en vous intéressant de près à cet ennui qui n'existe pas, qui est mal vu en fait, c'est un mauvais point de vue, arrêtez d'évaluer et d'amplifier, parce que plus vous dites « Ah, je m'ennuie tout seul, je m'ennuie », ben vous ennuyez comme un rat mort, ça c'est clair. Ben oui, vous alimentez l'ennui et l'idée du manque, puisque vous y croyez. Donc vous n'arrêtez pas de dire « Ah ben ça, je m'ennuie, là, je suis là, c'est bien, mais s'il était avec moi, ça serait tellement mieux ». C'est vrai et c'est faux. Vous êtes devant un paysage, vous êtes tout seul, ben oui, ça peut être mieux à deux, mais pour autant, vous n'êtes pas obligé de vous ennuyer quand vous êtes tout seul. Parce que si vous ennuyez, vous êtes insatisfait tout seul, vous utilisez l'autre pour vous sentir vivant, mais après, vous êtes enfermé là-dedans. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était quand l'amour rime avec la liberté. Oui, donc la liberté, j'ai parlé des limites, mais juste je redis ce que j'ai dit. Je crois que les limites, la vraie liberté sont dans les limites, sont dans l'acceptation des limites. C'est un point de vue philosophique, mais je suis assez d'accord avec ça. La liberté, c'est pas tout avoir, tout est possible et tout sera possible dans le futur, et j'aurai tout ce que je voudrais, et un jour je serai complètement plein et rempli de bonheur et de satisfaction, plus. Bon, voilà, pas du tout. Pour moi, c'est pas ça du tout, et ça marche pas comme ça. La satisfaction, elle est obtenue à l'endroit où j'accepte les limites, les miennes et celles de l'autre, et celles de la relation. Donc vous avez vu, il y a 3 limites. Il y a mes limites. Oula, attention. Attends, je laisse passer. Et voilà. Je reprends. Donc, il y a, heureusement que je suis. Vous me suivez, c'est bien, ça va vous faire un... Donc, il y a 3 types de limites que vous avez à regarder quand vous êtes en relation. Vous avez vos propres limites. Est-ce que je dis oui, je dis non, quelles sont mes propres limites qui sont non négociables. Les limites de l'autre. Ben voilà, qu'est-ce qu'il peut pas. Et donc l'amour, c'est aussi de le prendre à l'endroit où il est. Et si vous ne pouvez pas, il faut vous respecter. Donc connaître d'abord ses limites, connaître les limites de l'autre. Il y a peu de chances que vous le changiez, c'est pas ça l'amour, c'est pas de le changer, mais plutôt de le prendre comme il est, à condition de pouvoir le faire. Donc de respecter vos limites. Donc mes limites, tes limites, et les limites de la relation. Les limites de la relation, c'est le 3, c'est-à-dire les contraintes qu'offre la relation. Il n'y a pas de relation sans contraintes. Les contraintes, c'est le cadre, c'est les règles du jeu. Qu'est-ce qu'on met en place? Souvent, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça le contrat. Alors, il peut y avoir la communication, l'exclusivité, voilà, jusqu'où on est libre dans ce contrat qu'on se donne et qu'on négocie ensemble. Voilà. Et plus c'est clair, les contrats, et plus vous pouvez, à l'intérieur du cadre, vous promener. Plus c'est sécurisant. Pourquoi? Parce que le cadre sécurise. Quand il n'y a pas de cadre, ça flotte. D'accord? C'est pas sécure. Donc l'intérêt de fixer des règles du jeu sur lesquelles vous vous mettez d'accord, c'est que ça va bâtir la confiance. Et une fois que la confiance est là, ça va vous détendre. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui fixent un cadre, ça c'est mes patients de cette semaine, mais qui ne le tiennent pas. Ils font des sorties de cadre. Donc ça ne sert à rien. C'est juste un... Elle va écouter, je pense. Ça ne sert à rien de mettre des cadres si vous sortez du cadre, si vous faites des coups de canif du cadre. Si vous mettez un cadre, c'est pour le tenir. D'accord? Alors vous avez le droit de sortir du cadre, mais à ce moment-là, vous vous confrontez, vous faites un débrief en disant mais tiens, c'est bizarre, on a mis une règle du jeu, ici c'était l'exemple de l'exclusivité, mais on n'arrive pas à le tenir. Voilà. Alors que se passe-t-il? Pourquoi sortons du cadre? Peut-être que ce cadre ne vous va pas. Enfin, après, on peut réfléchir sur le cadre. Peu importe. Mais au moins, si vous mettez un cadre, c'est que vous êtes d'accord avec le cadre. Mais fondamentalement, vous dites oui à ce cadre. C'est-à-dire que vous êtes d'accord de le respecter, de vous engager. Sinon, vous ne mettez pas de cadre. Faites autre chose. Je ne sais pas. Voilà.
Donc, les limites et les contraintes, vous allez voir, c'est un sujet sensible quand même, les limites de la relation, les règles du jeu, du fonctionnement, de comment elles peuvent évoluer. Et c'est bien qu'on tombe d'accord sur quel est le cadre, comment on va fonctionner ensemble et quel est le projet du couple. Parce que c'est aussi ça, si vous êtes en relation qui dure, mais c'est quoi notre projet? Voilà. Et ça aussi, quelles sont les limites, voilà, quel est notre projet, quelles sont les limites, dans quel cadre on va évoluer. Et souvent, le problème de la relation, c'est qu'on bouge, on évolue tout le temps, on est des êtres changeants en mouvement. On n'est pas des fixes, voilà, on n'est pas fixe comme ça. Donc forcément, ça va bouger tout le temps. Dans la vie relative, dans le moi relatif, ça bouge tout le temps. Donc il n'y a pas de garantie en amour parce qu'on bouge tout le temps. Sans arrêt. On est mouvant. Donc vous ne pouvez pas partir sur l'idée que vous aurez ce que vous voulez, vous aurez cette personne et ce pour la vie entière. Voilà, ça c'est le principe d'impermanence. Ça c'est pas possible. Donc il y a de nouveau des limites sur le fait que vous n'aurez jamais ce partenaire et ce pour toujours. Vous l'aurez un temps et à un moment donné, ça... Et donc l'intérêt de la liberté en amour, c'est de laisser partir, laisser aller avec l'eau du courant. Si ça ne va plus, laisser partir, laisser mourir, comme l'expire. L'inspire, je prends, l'expire, je relâche. Je laisse partir. Je veux pas... L'histoire de s'agripper, de s'accrocher, de s'attacher, c'est pas terrible parce que ça va vous conduire à ne pas vous respecter souvent, à ne pas vous écouter et à mener des relations, à rester dans des relations qui ressemblent à rien, qui font souffrir. Donc il vaut mieux connaître ce principe de la limite de la relation qui, à un moment donné, on évolue, on bouge, et donc c'est pas gagné qu'on reste ensemble jusqu'à la fin de notre vie. Ça peut, mais ça peut ne pas. Donc le cas où ça peut ne pas, il vaut mieux le laisser partir. Et pas, plutôt que de vouloir changer l'autre, ou de le menacer, ou de le tyranniser, si vous commencez à avoir des écarts. C'est-à-dire un veut ça et l'autre veut plus du tout vivre comme ça. Parce que des fois on évolue, mais on est complètement différents pour le coup. On n'a plus tous les mêmes goûts. On se rend compte 10 ans après que bon bah voilà, toi tu as envie de vivre ça, moi j'ai envie de vivre ça. On n'a plus de points communs tellement. Donc du coup il vaut mieux laisser partir. Ça ne sert à rien de s'attacher. L'attachement fait souffrir. Tous les attachements font souffrir. Alors, ça je l'ai dit. Voilà, donc la liberté relationnelle, bon, ça, petite redite, hein, existe dans l'acceptation de l'autre, des contraintes, de l'interdépendance et de l'engagement. Donc l'engagement, c'est se mettre d'accord sur le contrat, les règles du jeu, mais c'est aussi avoir des limites. Voilà, s'engager, c'est être limité. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout vouloir, tout avoir quand on s'engage. Voilà. Alors, après, je poserai la question des modèles amoureux. Alors, on va aborder la question de la liberté et des modèles amoureux. Puisque, bon, ça, c'est un sujet contemporain, n'est-ce pas? En tout cas, pas en Orient, mais en Occident, on en parle tout le temps. Parce que, ça dépend où on se trouve sur Terre. Mais en Occident, la question des modèles amoureux se pose, surtout à notre époque, où va se juxtaposer les modèles dits traditionnels, qui sont les modèles où la règle d'exclusivité fait foi, avec les modèles ouverts, comme le polyamour, comme le couple ouvert, le couple libre, la relation libre, etc. C'est le même vocabulaire, enfin, c'est la même chose, mais avec des mots différents, mais c'est la même chose. Donc, la question du jour, c'est est-ce que la liberté se trouve au sein du modèle exclusif ou non exclusif? Quid de la liberté dans l'exclusif? Quid de la liberté dans le non exclusif? Donc, je vais prendre par exemple le modèle exclusif, où la règle d'exclusivité fait office, d'accord? Exclusivité sexuelle et souvent affective. En général, il y a les deux à la fois, pas toujours, mais souvent c'est sexuelle et affective. Et donc, les gens qui vont vous convaincre ou argumenter sur oui, la liberté se trouve avec ce modèle-là, ils vont vous dire, moi je n'ai pas d'avis, je vous mets les deux thèses, d'accord? Toute vérité, il n'y a pas de vérité de toute façon, c'est que des points de vue différents dans la nature, hein, il n'y a pas une vérité absolue comme ça, oui ça c'est vrai. Donc la liberté, pour ceux qui sont dans le modèle exclusif, ils vont vous dire c'est parce qu'on approfondit la relation, on a un cadre
voilà, sur lequel on se tient. Voilà, chacun respecte le cadre. Et du coup, parce qu'il y a ce cadre sécure, alors on peut approfondir ce lien avec cette même personne, plutôt que de batifoler, de partir sur, de butiner, voilà, de changer quand ça nous pète, parce qu'on en a marre d'être là, donc on part là-bas, parce que tu es insatisfaisant, donc je vais là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a de l'approfondissement, et il y a une intention de dépasser les crises et les obstacles ensemble. Donc un approfondissement dans cette idée de modèle traditionnel où les personnes vont dire il y a de la liberté dans ce suivi parce que on ne se lâche pas comme ça pour un oui, pour un non. Voilà, on reste vraiment ensemble, quoi qu'il arrive, et c'est parce qu'il y a ce cadre sécure qu'on peut approfondir. Alors, le modèle ouvert, qui en général a l'air de rimer beaucoup plus avec la liberté, puisque je suis libre de faire couple avec toi, et pour autant, je peux aussi pas faire couple avec l'autre parce que ça devient compliqué dans l'agenda, quoique, mais je peux avoir des relations annexes en suivi, d'accord? Et donc là, c'est plus le modèle du polyamour ou le modèle de couple libre, etc. La liberté, elle a l'air quand même. Hein, il y a quand même la liberté dans le sens où, bah voilà, il n'y a pas la règle d'exclusivité, on a le droit d'aller voir ailleurs, donc de fréquenter d'autres personnes, de découvrir et de s'enrichir avec d'autres personnes, ce qui peut être quand même pas mal, c'est sympathique, de découvrir d'autres univers en même temps, tout en étant avec ce partenaire souvent socle. Et puis il y a aussi l'idéal de la non-propriété. Tu n'es pas ma propriété, je ne suis pas. On va dépasser la possessivité, cette notion de liberté hein, qui est tu n'es pas à moi, je ne suis pas à toi, donc tu es libre et je suis libre. Bon, ça c'est une vue de la liberté dans les apparences pour moi, hein, parce qu'on n'est jamais totalement libre. La totale liberté n'existe nulle part au sein du monde relatif. Il n'y a que dans l'absolu que la liberté existe totalement. Mais dans notre monde relatif, la liberté sera toujours limitée. Donc même si le modèle ouvert préconise, mais oui, il n'y a pas d'appropriation, tu es libre, je suis libre, etc., ça peut marcher quand vraiment il n'y a pas de jalousie et que c'est fluide, mais souvent vous avez affaire aux limites d'un des partenaires qui va être jaloux ou qui ne va pas avoir envie que l'autre passe beaucoup de temps avec l'autre et qu'il va vouloir ramener vers lui. D'accord ? Donc un classique dans la relation ouverte qui fait que ça devient complexe et que la liberté de départ, elle est souvent coinçante. Elle n'est pas si libre en fait. Mais parfois ça fonctionne. Parfois, si tout le monde est consentant et qu'il y a pas de, et qu'il y a de l'authenticité et qu'il y a de la communication et qu'il n'y a pas de jalousie, ça peut fonctionner. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de critères pour que ça fonctionne. Donc c'est pas gagné pour tout le monde. Donc moi, ce que je vous préconise dans cette histoire de est-ce que vous vous sentez libre, peu importe le modèle, ce qui est important, c'est de vous respecter. Si vous sentez que vous souffrez dans un des modèles, c'est que c'est pas bon pour vous. Donc c'est le niveau de souffrance qui va être le curseur de votre vérité intérieure. Donc la liberté, ça va être à l'intérieur. Ça va être vraiment vous qui allez sentir jusqu'où vous vous sentez libre, jusqu'où ça dit oui ou non en fait. Donc ça va être le respect. Une des lois spirituelles hein, en amour, c'est je me respecte d'abord. Je me respecte et après je te respecte. Mais d'abord je me respecte. Si je ne me respecte pas, je suis mal barrée en fait. Hein. Donc voilà. Voilà, donc puis souvent l'amour inconditionnel rime avec liberté, c'est vrai, c'est faux. Souvent on dit oui, je suis libre si je t'aime vraiment pour qui tu es et ce tout le temps. Ben non, je l'ai déjà dit 10 fois, mais je vous le redis, parce que l'amour inconditionnel n'est pas dans le relatif, c'est dans l'absolu. Donc il y a forcément des limites et des conditions pour aimer quelqu'un sur Terre, c'est comme ça. Bon, ça je l'ai dit. Alors les profils de personnalité, la liberté. Ça aussi, ça peut être intéressant à regarder. Il y a des profils de personnalité qui sont épris de liberté. Et d'autres moins. D'autres sont orientés sécurité. Ok ? Ou protection, ou famille, ou je ne sais pas quoi, mais pas liberté. Alors qu'il y en a d'autres, c'est écrit liberté, liberté, liberté. C'est des militants de la liberté. Et ceux-là, bon,
ils ont écouté ma conférence. On préconise d'écouter que la liberté ne se trouve pas à l'endroit où on se croit libre, mais à l'intérieur d'un cadre. Donc, je reprends la grille que j'avais récupérée et que j'avais étudiée dans un de mes livres qui s'appelle « Quel amour êtes-vous » Donc, les frileux, vous vous rappelez, c'est ceux qui sont plutôt évitants. Eux, ils vont, par rapport à la liberté, avoir envie plutôt d'être seuls et de ne pas être intrusés par l'autre. Tout de suite, il l'enferme dans le sens il est trop dessus, quoi. Il attend trop, il y a trop d'attentes, et le frileux, il va dire ma liberté, c'est toi un peu là-bas et moi ici, mais pas trop sur moi. Voilà. Les altruistes, je le fais vite, hein, mais les altruistes, c'est ceux qui donnent trop, là. Ils sont toujours en train d'aimer, de fusionner. Donc ceux-là, ils veulent une liberté fusionnelle. Ils veulent tout ensemble. Voilà. Ils veulent vraiment, ils vont s'agripper et ils vont s'oublier. Ça va être le problème. C'est-à-dire, ils vont imaginer que la liberté, c'est à deux, et ils vont s'oublier dans leur propre, dans l'oubli d'eux-mêmes, quoi. Donc dans leur propre vie et leur liberté, elle n'est pas à l'endroit où ils croient que c'est. C'est pas à deux, il n'y a pas la liberté à deux, hein, c'est trop fusionnel. Les alphas veulent leur liberté telle que eux la conçoivent, ils sont directifs. L'alpha, c'est tu fais ce que je contrôle. Et donc c'est ça la liberté, c'est que tu fais ce que je veux. Parce que j'ai raison, parce que mes idées sont les bonnes d'ailleurs. Mais d'abord j'ai raison, parce que c'est vrai ce que je dis, c'est vrai. Donc ils vont vous convaincre qu'ils ont raison, et ça et ils vous disent vous êtes libre. Voilà, t'es libre parce que t'es libre de penser comme moi je pense, d'ailleurs, parce que j'ai raison. Ça c'est l'alpha. Voilà. Les planqués, vous vous relirez pour ceux qui n'ont pas suivi. Ils passent en douce pour être libres, ils ne vont pas se confronter en direct, ils ont peur de fâcher l'autre et de perdre le lien, ou que le lien soit disharmonieux. Donc il veut garder un bon lien, et qu'est-ce qu'il fait? Il passe en loose day, pour avoir ce qu'il veut, pour se sentir là. Je te dis pas, je mange, je cache, j'omets, je dis un peu mais pas trop. Voilà, je passe par là, et je passe pas direct, en direct. Je confronte pas en direct. Trop peur. Donc voilà, c'est moyen. Et les clivés, ils vont penser que la liberté se trouve dans le fait de ne pas être intime, de ne pas tout dire, de ne pas dire toute la vérité. Parce que le clivé, il a toujours du mal à être lui face à l'autre. Il montre une image, d'accord? Il a du mal avec l'intimité. Donc là, la liberté, elle n'est pas à l'endroit où il croit. Hein. C'est pas en montrant sa belle image et en ne disant pas qui il est, comment il se sent, qu'est-ce qu'il vit à l'intérieur, que ça va être terrible. Donc la liberté, je vous rappelle, elle a à voir plutôt avec l'authenticité que le masque. Alors, c'est bien, vous ne m'interrompez pas, ou je vous laisserai un temps pour les questions après. Hein. Donc, alors la question que je me posais après, en réfléchissant à tout ça, je me disais, mais comment trouver la liberté en incluant les limites dans la relation à deux, dans le couple? Eh bien, que chacun fasse un point. Moi, je vous conseillerais de faire un tableau, colonne, avec quelles sont mes limites dans la relation, négociables, non négociables. Quelles sont tes limites? Chacun fait un brainstorming. Quelles sont tes limites, négociables, non négociables? D'accord? Donc chacun fait un point, réfléchit de son côté. Et après, on montre notre tableau, là, on se confronte, et de voir, est-ce que cette limite, est-ce que ce point, est-ce que je suis d'accord de l'accepter, ou est-ce que quand je le fais, c'est pour te faire plaisir? Je sais pas, je donne un exemple. Tu as envie de faire des voyages, je sais pas, une fois par mois, il faut voyager avec toi parce que tu aimes bien les voyages. Moi, j'aime pas trop, mais pour te faire plaisir, je veux bien faire des voyages une fois par mois. Est-ce que, bon, ta limite, c'est de pas... Enfin, la limite de l'autre, c'est de ne pas être avec moi si je ne fais pas de voyage. Si tu ne fais pas de voyage, je ne reste pas avec toi. Et ma limite, c'est, moi, je veux bien faire un voyage, mais par exemple, une fois tous les 3 mois, mais pas tous les mois. Par exemple. Donc, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et là, à chaque fois, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de vous soumettre à l'autre, mais plutôt de trouver un compromis. Et si la personne, elle ne vous supporte pas, elle vous trouve insatisfaisante parce que vous ne faites pas ce qu'elle veut, restez pas avec, lâchez. Voilà. Donc, par exemple, ça, c'était une limite de voyage, mais vous avez des limites beaucoup plus sensibles du style est-ce que tu as le droit de voir tes ex? Voilà, ça, c'est le genre de questions, des fois, ils se posent et ils se pètent la tête là-dessus. Hein. Alors, pas les ex du sexe opposé, évidemment. Hein. Les ex, si c'est des copines, ça va. Mais si vous êtes une femme avec un... les hétéros, ils fonctionnent comme ça. Il faut absolument
qu'il y a beaucoup d'hétéros qui fonctionnent comme ça. C'est si, par exemple, tu es ma femme, tu n'as pas le droit de discuter avec ton ex ou d'aller au resto ou de prendre un café ou de le voir en soirée parce que sinon, je ne sais pas quoi, c'est dangereux. Bon, voilà, donc, moi, j'en sais rien si c'est vrai ou pas. À vous de discuter de cette affaire, en fait. Hein. C'est ma limite, ta limite, qu'est-ce qui est acceptable, pas acceptable. Et de ne pas vous soumettre. Moi, j'ai une patiente comme ça qui voulait vraiment lui faire plaisir en disant mais oui, je le verrai plus, mon ex, je le verrai plus, je le verrai plus. Mais ça l'emmerdait parce qu'elle voulait le voir. Donc à chaque fois, elle disait oui, 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 puis après elle râlait, et puis finalement elle le voyait en cachette, et puis toute une histoire. Et l'autre, il gueulait comme un veau parce qu'évidemment, il ne tenait pas son cadre. Elle lui dit oui, oui, je vais le faire, elle ne le faisait pas. Donc voilà. Donc à un moment donné, vous n'êtes pas obligé de vous soumettre aux limites de l'autre. C'est pas, il ne vous impose rien, l'autre. Il ne vous met pas un flingue en disant maintenant, tu fais ce que je veux, nanana. Regardez ça et n'ayez pas peur de perdre l'autre sans vous soumettre. C'est votre limite. Vous avez envie de voir votre ex, vous avez envie de voir vos ex. Ça vous regarde. Voilà. Voir des amis hors du couple, un train disponible, ne pas s'occuper de toute la logistique tout seul. Voilà, ça c'est des questions autour des limites. Hein. Quelles sont mes limites? Et dès qu'il y a des reproches, c'est que l'autre priorise d'abord ses propres besoins et pas les vôtres. Toujours. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, il a ses limites. Est-ce que c'est OK pour moi? Ça, c'est une phrase, vous allez vous en rappeler. Dès que l'autre vous fait un reproche, c'est qu'il priorise ses besoins d'abord avant les vôtres. Mais c'est OK, c'est juste, il faut le savoir. Hein. Donc, ça veut dire qu'il est en train de toucher ses limites à ce moment-là. D'accord? Donc, regardez si c'est OK pour vous ou pas. Voilà. J'ai dit 2 fois, mais comme ça, vous vous endormez pas. Alors, les reproches du « je ne me sens pas libre à cause de toi ». Il y en a plein, ils vous font le coup, ils vous disent femme ou homme, à cause de toi, je ne me sens pas libre. Bon, le coup classique, alors ça ne veut rien dire du tout, hein, mais en général, les reproches, c'est ah, mais c'est trop routinier, c'est plan-plan, tu n'es pas moteur, tu ne prends pas d'initiative, c'est toujours moi qui organise tout, nanana. Donc en fait, vous êtes insatisfaisant parce que vous ne faites pas ce qu'il veut, en fait, en clair. Hein. Vous n'avez pas les mêmes goûts, donc vous êtes trop plan-plan, et lui ou elle est fantasque, quoi, intense, ça veut dire intense. En fait, on est ici sur des besoins d'intensité par rapport à des besoins plutôt de cadre ou de sécurité. Hein. Bon, et donc les reproches, ça va être à cause de toi, tu m'empêches de faire ce que je veux, à cause de toi, ça va pas parce que tu me demandes trop d'attention, tu es tout le temps en train de me réclamer un câlin, un machin, un cadeau, je sais pas quoi, donc tu me contrains. Tu m'obliges à te donner, voilà, tu m'obliges à t'envoyer des messages, tu m'obliges à te faire des câlins, tu m'obliges. Voilà, donc, ça, vous entendez souvent des trucs comme ça. Tu me pousses à bout, donc je ne me sens pas libre. Si j'étais violent, c'est parce que tu m'as poussé à bout. C'est encore voilà, toutes les conneries qu'on entend. Tu ne m'aides pas, à cause de toi, je fais tout. La logistique, ça. Je me tape tout, et toi, tu ne tapes rien. Donc, à cause de toi, je suis malheureux, à cause de toi, à cause de toi. Je ne suis pas libre. Donc, comment on traite ça? De la manière suivante. Ne vous faites pas attraper. Ces phrases sont des phrases de manip, en fait. Hein. Parce que, en plus, si vous validez, vous dites oui, c'est vrai, quand même, je suis coupable, je me sens coupable, parce que quand même, c'est vrai, je suis assez plan-plan quand même. Hein. Je devrais quand même faire un effort pour voyager plus, pour lui faire plus plaisir, ou pour, je sais pas quoi, lui donner plus d'attention, ou bon, bref. Donc là, vous faites attraper. Ce n'est pas bon pour vous. Donc chacun est responsable, celui qui fait des reproches est responsable de dire ça ne me va pas, ça ne me correspond pas. Et qu'est-ce que je te propose si ça ne me correspond pas? Voilà. Donc ici, quand l'autre vous accuse, c'est qu'il ne prend pas sa propre responsabilité en disant mais moi ça ne me va pas et je te propose autre chose. Il n'y a pas de proposition ici, il n'y a que de l'accusation. Alors ça c'est assez malsain. Et donc dans des histoires de reproches comme ça, je vous conseille de pratiquer un questionnement. C'est quoi être libre pour toi? Ça veut dire quoi être libre? Je ne suis pas libre parce que je ne fais pas ce que je veux. C'est quoi être libre pour toi? C'est faire tout ce que tu veux. Je suis désolée, vas-y, fais tout ce que tu veux et puis moi je te lâche. Hein. Tu verras si c'est ça la liberté. Voilà. Donc vous pouvez, plutôt que de vous prendre la tête sur ces types de reproches, avoir un vrai débat, enfin
un thème qui est autour de c'est quoi la liberté pour toi, c'est quoi la liberté pour moi, qu'est-ce que ça veut dire, quel sens on donne à ce mot liberté. D'accord ? Et la liberté n'est pas la résultante de la satisfaction constante, plus, tout le temps et toujours, parce que ça, c'est vraiment des ados. C'est une posture d'ado rebelle, je veux tout et tout le temps. Et les ados qui font ça, ils sont mignons, mais ils le font par rapport à une étape du développement qui nécessite de repousser l'autorité toute puissante des parents ou des adultes. Mais ça va un temps. Si vous avez en face de vous un compagnon adulte qui vous fait « je veux tout le temps, et je vais être libre tout le temps, et ma liberté, ma liberté, ma liberté », bon, c'est un peu immature, quoi. C'est un peu mimi, mais c'est naïf, quoi. Donc, à un moment donné, l'ado rebelle, dans la personne qui est toujours insatisfaite chronique, il faut qu'elle regarde que la liberté, ça ne peut pas être constant, on ne peut pas tout avoir tout le temps. Plus il y a de l'abondance et plus on ne sait plus ce qu'on veut. Il y a tellement d'incertitudes dans les choix, on le voit sur les sites de rencontres. Vous avez une telle abondance que vous ne savez plus vous positionner nulle part. Vous n'arrivez plus à choisir une personne, vous voulez tout et n'importe quoi. Il y a toujours mieux plus tard, avant, il y aura toujours mieux demain. Bon, bref, donc cette histoire d'incertitude et de choix abondants mène plutôt à une espèce de conflit intérieur, et je ne sais pas ce que je veux, et je veux ça, et je veux tout, et je veux tout le temps, et du coup je ne peux pas choisir et renoncer, parce que se mettre quelque part, ça va être renoncer au reste. Donc ça veut dire accepter le fait qu'il y aura des limites et que je ne pourrai pas être satisfaite tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. La liberté, elle est à cet endroit-là. Elle n'est pas à l'endroit où je veux tout, et le meilleur pour moi, et je veux ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Parce que là, vous allez vous fourvoyer et vous allez vous naviguer dans des zones d'incertitude qui vont être souffrantes pour vous et pour l'autre. Voilà. Ok, ça je l'ai dit. Ah si, ça c'est super intéressant. Pas eu le temps de dire, mais je vais vous le dire. Je regarde l'heure quand même. Ah oui, ça va, j'ai le temps. Donc, si vous ne vous sentez pas libre au sein d'une relation, enfin si vous avez un sentiment de contrainte, d'oppression, vous devez examiner ce qu'on appelle les drivers. Les drivers, c'est les messages contraignants. Et ce n'est pas forcément lié à l'autre, c'est souvent lié à vous. Donc je vais vous les remettre les unes, enfin je vais vous remettre les messages qui occasionnent le sentiment de non-liberté, de prison, d'oppression. Il peut y avoir le fait plaisir. Je fais plaisir à l'autre avant de me faire plaisir. Si vous êtes dans le cas, vous donnez satisfaction à l'autre avant de vous écouter ou de vous respecter, eh bien, ce n'est pas à cause de l'autre que vous n'êtes pas libre, c'est à cause de vous. C'est à cause de ce driver, qui est une voix interne, un dialogue interne, qui vous empêche d'être vous face à l'autre. Donc de dire oui, non, là je veux, là ça me fait plaisir, et là ça ne me fait pas plaisir de te faire plaisir. Donc c'est important parce que quand vous donnez satisfaction aux autres avant vous-même, vous allez vous fourvoyer, vous risquez cher d'ailleurs, ça peut vous coûter cher, en faisant des tas de choses avec aussi le fait effort, en faisant des efforts, en faisant trop, en vous oubliant, en ne vous respectant pas. Et après, ça peut être dangereux pour vous. Voilà, donc c'est pas très sain comme truc. Et regardez que parfois vous dites « je me sens pas libre au sein de la relation » et parce que vous avez ce fait plaisir qui est à l'œuvre et qui fait que vous croyez que vous êtes tenu de faire plaisir à l'autre en vous racontant l'histoire que ça me fait plaisir de te faire plaisir. Bon alors là, mon œil. Ça me fait plaisir parfois, mais parfois ça ne me fait pas tant plaisir que ça parce que ça me coûte en fait, parce que je n'ai pas vraiment envie de le faire, mais je le fais parce que ça te fait plaisir et j'ai quand même plaisir à contribuer. Non, ça ne me fait pas plaisir. Donc il faut vraiment examiner, prendre le temps de sentir est-ce que ça me fait vraiment plaisir ou pas, ou est-ce que c'est mon fait plaisir qui est à l'œuvre. D'accord ? Il n'y a pas de liberté dans le fait plaisir. Ces messages contraignants, comme ils sont marqués contraignants, ils vous pressurisent en fait, ils vous mettent sous pression. Donc vous allez sentir de l'oppression, vous n'allez pas vous sentir libre au bout d'un moment. Un peu, une fois ça va, au bout de 10 répétitions, vous allez commencer à sentir que ça vous étouffe, de faire plaisir tout le temps à l'un, vous faire plaisir, et l'autre il ne vous rend pas l'appareil. Ben forcément, puisque vous êtes sous l'influence du message fait plaisir, qui est un ordre en fait. Voilà. Donc ça c'est intéressant de voir que vous n'êtes pas libre à cause de ce message, et du coup ça vous empoisonne au sein même de la relation. Autre message que vous pouvez avoir, c'est sois parfait. Donc là, c'est dans la relation, il faut que tu fasses correct. Tu te comportes bien comme il faut. Tu as signé la règle, maintenant tu respectes la règle. Tu as dit que tu allais chercher les enfants à telle heure tous les jours, et ben tu le fais. Même si tu es fatigué, machin, on s'en fout. Tu t'engages, tu le fais, tu as dit, tu fais correct. Tu fais comme il faut.
Voilà, et tu tiens tes engagements d'abord. Donc, Madame Parfaite ou Monsieur Parfait, hein, vous allez vous mettre sous pression, et à cet endroit-là, c'est pas l'autre qui vous contraint, c'est vous qui vous contraignez tout seul. Vous avez compris? Donc ça peut être extrêmement malsain d'insister sur cette histoire de perfectionniste où vous allez vous contrôler et vouloir même rendre l'autre parfait. Ou alors l'allumer quand il est assez engagé puis il se désengage. C'est inadmissible, enfin comment? T'avais dit que tu irais chercher les enfants à l'école, mais enfin comment? Mais pourquoi? Bon, alors, des fois c'est bien de tenir ses engagements, mais il y a des moments où voilà, si l'autre est vraiment crevé, il n'y va pas, quoi. Donc on peut comprendre. Donc ça peut manquer d'empathie, ce soit parfait avec soi ou avec l'autre. D'accord? Donc ça ne va pas vous faire vous sentir libre. Troisième message, sois fort. Sois fort, c'est assure. Gère. Ouais, tu peux le faire. Yes, I can do it. Et donc là, vous allez être sous c'est pas l'autre qui va vous prendre la tête, vous allez vous prendre la tête tout seul. En croyant que vous pouvez assurer, vous pouvez gérer, vous êtes en mesure de, yes, vous pouvez le faire, pas de problème, tenir jusqu'à une soirée jusqu'à minuit, 1h du matin, alors que vous en avez marre, mais non, 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 j'assure et tout. Voilà, et donc du coup, c'est pas l'autre qui vous fait vous sentir pas libre, c'est vous-même. Intéressant de voir voilà, ce postulat inversé. L'autre n'est pas là pour m'embêter, c'est moi qui, avec ces messages contraignants, je m'empoisonne. Le fait fort, bah, c'est la suite. Hein, c'est du coup, si je veux assurer et que je veux tout faire parfait, et que, etc., bah, après, je fais des efforts surdimensionnés pour l'autre. Donc du coup, je sors mes rames, quoi. J'ai l'impression que j'en fais trop, l'autre il n'en fait pas beaucoup. Moi j'en fais des tonnes, mais j'en fais des tonnes parce que j'ai ce fait effort. Hein, c'est souvent le message qui vous oblige à faire des efforts, et vous n'êtes pas obligé d'en faire autant, mais ce message oblige à faire des efforts alors que vous pouvez aussi décider, bah non, bah moi j'ai pas envie de faire le ménage, toi non plus, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et je le ferai pas. À ce moment-là, on prend une femme de ménage, ou je sais pas, on va faire autre chose. Mais je décide de ne pas faire d'efforts. Donc je me tape pas tout. Et si toi non plus, on va trouver un truc, parce que je vais lâcher l'affaire. Si je décide de ne pas faire d'effort, je lâche, et on fait quoi? Non, il va se passer quelque chose si vous lâchez les efforts. Mais si vous ne lâchez pas, vous allez continuer à en faire. Voilà. Et le dépêche-toi, en général, c'est, moi je l'ai, hein, c'est, voilà, vite, vite, on parle vite, on fait tout vite, on fait 10 000 trucs à la fois. Voilà. Souvent, la liberté n'est pas du tout là-dedans, parce qu'on ne profite pas du temps qui passe si on est toujours en mode on fait 10 trucs à la fois, on veut tout faire, on veut tout bien faire, ça c'est le choix parfait, et on veut rien rater, on veut tout profiter, donc on profite de rien. Voilà, ça c'est le dépêche-toi. Donc là, la pression, elle vient de votre message contraignant et pas de l'autre. L'autre, il y est pour rien. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi, ce point de vue, d'examiner jusqu'où vous reprochez à l'autre de ne pas vous sentir libre alors que c'est votre problème à vous. Voilà. Et pour conclure, et après je vous laisse un peu la parole pour les questions, etc. Pour moi, ça c'est mon point de vue perso, je dirais en conclusion que la liberté peut être synonyme d'errance. À l'endroit où on croit qu'on se sent libre parce qu'on veut tout et qu'on croit qu'on pourrait tout avoir, c'est-à-dire la quête du bonheur et de la satisfaction plus, on se prend les pieds dedans. Pour moi, c'est l'errance, c'est ça l'errance. C'est cette idée de croire qu'on pourrait ne pas avoir de limites et qu'un jour on pourrait avoir vraiment la bonne personne ou les expériences intenses plus tout le temps et ne rien regretter, voilà, des trucs comme ça. Donc ça, c'est l'errance. C'est qu'on n'a pas compris que la réalité, et ça c'est la sagesse stoïcienne, hein, en fait, Épictète, Marc Aurèle, Nietzsche aussi disaient la même chose. Ils ont tous répété la même chose dans la sagesse antique. Ils disaient l'amour de la vie, la liberté, elle se trouve dans l'acceptation des limites, elle se trouve dans amor fati, c'est-à-dire aimer ce qui est, aimer votre destin, pas aimer ce qui n'est pas, qui devrait être. Ça, vous n'allez pas être tranquille avec ça. Ça, c'est aimer ce qui n'est pas, qui devrait être. D'abord, vous êtes sur un futur, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un futur du bonheur qui est qu'un imaginaire, mais vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas ici et maintenant, et vous n'êtes pas en train d'aimer ce qui est. Donc le challenge pour nous, êtres humains, c'est d'aimer ce qui est, instant après instant. Pas d'aimer ce qui devrait être extraordinaire, spécial, unique, merveilleux. Nanana. Là, vous êtes dans le tragique, vous êtes dans l'errance, hein. Vous êtes dans le faux pour moi. Enfin, dans le faux, vous êtes dans la souffrance. Faux, je ne sais pas, il n'y a pas de vrai, pas de faux, mais vous allez souffrir avec cette affaire. Si vous adhérez vraiment à l'idée
que vous voulez le meilleur et que le bonheur se trouve à l'endroit de la satisfaction, pour moi, vous êtes dans la merde. D'accord? Donc, c'est important ben voilà, peut-être de revenir sur ces philosophes antiques de l'Antiquité qui, pour moi, avaient quand même vu assez juste dans cette histoire que la réalité rime avec les limites, que les limites, ben, c'est pas toujours drôle, hein, que forcément c'est dur. Il y a des moments c'est rugueux, hein, on ne peut pas tout avoir, on renonce, on fait des choix, on se positionne, on dit ça c'est oui, ça c'est non, on laisse partir aussi. Hein, on ne s'agrippe pas à quelqu'un absolument parce que, soi-disant, on a peur d'être tout seul ou on a peur de je ne sais pas quoi. Donc, c'est important d'aller dans ce c'est challengeant, hein, dans aimer ce qui est, aimer aussi le positif que le négatif. C'est-à-dire faire avec les limites, faire avec le négatif, faire avec ce qui ne me correspond pas tant que ça, de pouvoir prendre l'autre comme il est en me respectant. C'est pas gagné. Mais ça aussi, ça c'est pas les philosophes antiques qui le disaient, c'est Éric Barret, qui est un autre enseignant spirituel que j'aime bien, qui dit souvent comme ça que la liberté, c'est pas d'avoir ce qu'on veut, ça c'est l'ego, qui divise sans arrêt par le mental et qui veut toujours autre chose que ce qui est. Le matin, vous vous réveillez, vous êtes toujours en train de vous dire « Ah, mais il me manque ça, ça serait tellement mieux si j'avais ça. Maintenant que j'ai ça, je veux ça. Et ça, je l'aurais pas, mais je voudrais l'avoir. » Voilà, donc l'ego passe son temps, c'est le mental, à vouloir autre chose que ce qui est et à être scotché sur le manque, sur la pénurie, sur les peurs. Donc il est tout le temps comme ça, c'est la survie. C'est le fonctionnement de l'ego, c'est normal, il fonctionne comme ça. Pour autant, c'est pas la peine d'y adhérer à donf, quoi. Il vaudrait peut-être que de regarder dans cet éclairage que je vous donne, qui est il n'y a que les gens malheureux qui ont des objectifs. Ce que disait Éric Barret, il le répète souvent d'ailleurs. Pourquoi? Parce que quand on prétend vouloir un objectif idéal, du style je veux le bonheur, je veux la satisfaction plus, et c'est ça qui me rendra libre, ben c'est là où vous n'aurez pas. C'est là où vous allez être dans la déception, parce que tôt ou tard, il y aura des imperfections, des rugosités, des frictions, des malentendus, des choses qui ne vous correspondront pas. Et si vous ne laissez pas partir, ben vous allez vous accrocher, vous agripper, vous allez souffrir énormément. Donc c'est important de considérer que plus vous allez vous agripper à vos objectifs, par exemple je veux faire un couple à tout prix, je veux ma famille unie à tout prix, je veux mon homme idéal, je sais pas, vous voulez un truc à tout prix, plus vous vous accrochez à l'objectif, d'abord moins vous êtes sur le chemin, moins vous êtes sur l'expérience pour aller vers l'objectif, plus vous risquez d'être déçu si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, parce que vous n'avez pas le contrôle sur tout. Même sur très peu de choses, en général, on a le contrôle. Mais quand vous croyez que vous aurez le contrôle sur l'objectif, là, vous êtes souvent dans la merde. Parce qu'il y a plein de facteurs inattendus qui peuvent se passer, qui vont que l'objectif, vous ne l'avez pas l'atteindre. Donc, pour autant, ça ne veut pas dire que vous ne formatez pas des objectifs dans votre tête, mais lâchez-les. On peut avoir des projets. Par exemple, j'ai un projet couple avec toi, ça a l'air super sympa, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'y agrippe pas. Ça veut dire que ça va se faire, ça ne veut pas dire que c'est sûr que ça va se faire, ça se fera ou pas. Mais ça n'empêche pas d'avoir des objectifs. Vous voyez la double possibilité? À la fois, je crée un objectif parce que c'est sympathique de créer des objectifs, parce que sinon vous allez rester sur votre canapé toutes les 5 minutes, vous n'allez pas rester passif sur votre canapé à attendre que la vie passe. Donc vous pouvez fabriquer des objectifs dans votre tête, mais pas vous y agripper. C'est l'attachement et l'agrippement à l'objectif. Je crois que je serai heureux que si et seulement si j'atteins mon objectif. Et là, vous êtes misérable. Ça va, c'est clair ça? Ça, c'est important, hein. Quand vous l'avez pigé une fois, vous le vérifierez tout le temps dans votre vie. Les gens qui sont très agrippés à leurs objectifs et qui sont persuadés que c'est en ayant cette personne-là ou en ayant des expériences extraordinaires et que c'est que comme ça qu'ils auront de la satisfaction c'est les plus malheureux. Parce que tôt ou tard, ils se rendent compte qu'il y a toujours de la déception et de la désillusion à l'endroit où l'objectif n'est pas parfait. D'abord, il ne sera pas toujours atteint, et même quand il est atteint, il faudra qu'il y ait un autre objectif, et toujours d'autres. Il va triompher 5 minutes, et ça sera suivi d'autres objectifs à atteindre. Donc, c'est misérable. Voilà. Et de toute façon, vous avez affaire à la dualité, puisqu'on est sur Terre, et donc vous avez affaire aux opposés. Donc, plus je veux, par exemple, de la satisfaction, plus je vais être insatisfait. Plus je veux combler mon vide par le plein, par exemple, je veux quelqu'un qui vibre, qui me fasse des énergies hautes, vibrantes, des good vibes, des trucs comme ça, plus vous allez vous taper l'ennui. Parce que tôt ou tard, en voulant échapper à la polarité de l'ennui,
et du vide, eh ben, vous allez être confronté, au bout de, je sais pas, quelques temps, vous allez être confronté de nouveau au vide, parce que vous ne pouvez pas avoir tout le temps le plein. Ça n'existe pas, ça. Plus je veux quelque chose, plus je me tape l'inverse. Vous avez compris? C'est pile ou face, pile et face. Donc on est sur le thème de la dualité, des polarités opposées. Plus je tiens à mon objectif, je veux être satisfait, par exemple, par l'intensité. Hein, je suis un addict à l'intensité et je ne supporte pas le fade. Plus je vais me taper du fade dans ma vie. Parce que je vais être en manque de l'intensité quand il n'y aura plus l'intensité. Exemple. Hein. Ou plus je veux de la satisfaction, plus je vais avoir de la frustration. Plus je veux une famille unie, plus pour un oui, pour un non, si elle est désunie, ah ben, je vais être là en mode ma famille est désunie, c'est grave, c'est dramatique, comment je gère, c'est insupportable, c'est ingérable, etc. etc., etc. Pénurie, abondance, plus je veux de l'abondance, plus je vais être en face tout le temps de la pénurie. C'est-à-dire, à chaque fois, je vais me taper la polarité opposée, tout le temps. C'est pour ça qu'on dit que les gens malheureux ont des objectifs grandioses et qui sont attachés à leur objectif plus que tout, en croyant que c'est comme ça qu'ils auront le bonheur. Ah ben non, c'est l'inverse. Voilà. Donc là, j'en ai mis quelques-uns des thèmes qui sont venus, hein, donc de pouvoir naviguer dans les polarités opposées, donc de ne pas vous accrocher à un truc regardez pour vous, qui serait soit la satisfaction. Il y a des gens qui sont très accrochés à la satisfaction. Il y en a qui sont très accrochés au couple parce qu'ils ne veulent pas se taper la solitude. D'autres, c'est la famille. Ils veulent la famille parce qu'ils ne veulent pas l'inverse de la famille qui leur a manqué enfant. Donc, ils ne veulent pas être carencés au niveau famille. Ils se sentent toujours tout seuls. D'autres, il y a beaucoup de gens addicts à l'intensité. Énormément de gens. En plus, quand on n'est pas en période de guerre, on est en général assez addict à l'intensité. Donc, l'intensité, c'est haute vibration, truc élevé, des expériences extraordinaires, bref. Donc là, ceux-là, ils ne veulent pas se taper tout ce qui est fade ou l'ennui, et eux, ils vont se taper 10 fois plus que les autres. Abondance, pénurie, plénitude, ennui, rester jeune avec la peur de vieillir, plaire avec déplaire. Hein, donc plus je veux plaire, plus je vais me taper l'angoisse de déplaire. Ce sont des thèmes qui vont apparaître parce que vous êtes accroché au thème plaire, par exemple. Si vous n'avez pas ce truc de plaire, 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 vous n'aurez pas la peur de déplaire, déplaire, déplaire. Ça n'existe pas. Ce n'est pas un thème. Donc, regardez votre thème préféré. Vous en avez qui sont très agrippés sur la reconnaissance. J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de reconnaissance. Et du coup, pourquoi? Parce qu'ils ont toujours peur. Ils vont se taper la peur d'être invisible, la peur d'être illégitime. Voilà. Et ça, plus vous avez besoin de reconnaissance, plus vous allez vous taper l'inverse. Si vous n'avez pas le thème n'apparaît pas. Il n'existe pas dans votre vie. Voilà. Fort faible, pareil. Moi, j'ai le thème être en forme ou pas être en forme. Si je suis en forme, ma vie, elle est up. Si je ne suis pas en forme, ma vie, elle est complètement naze. Mais c'est pareil, c'est un thème. Et là, il y a quelque chose, Amor Fati, hein, c'est aimer ce qui est. Aller avec les polarités opposées. Si je m'agrippe à un truc en me disant, mais ça, c'est le bonheur, c'est être en forme, être en forme, être en forme. Moi, je n'étais pas en forme, je faisais une tête comme ça. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas ce thème, elles vont beaucoup mieux que moi. Parce qu'elles n'ont pas ce thème. D'accord? Donc, l'idée, là, que je vous donne, c'est d'aller reconnaître quel est votre thème préféré. En général, on a un thème ou deux où on est très agrippé. C'est-à-dire qu'on croit vraiment, c'est un système de croyance, que si je suis très satisfait, alors je ne serai jamais frustré. Voilà, là, vous allez être des gros frustrés. Hein, voilà, ça peut être plénitude, ennui, plaire, déplaire. Regardez votre thème préféré, être jeune, pas être jeune. Il y en a peut-être d'autres, hein, je n'ai pas tout mis, hein, il y en a plein des thèmes. Hein. Mais vous regarderez ce à quoi vous tenez absolument. Voilà, plus vous tenez à quelque chose, plus vous agrippez quelque chose, et plus vous allez vous occulter la polarité opposée, et ça va être, vous allez le vivre comme un drame. Donc aimer tout, c'est accepter l'opposé, de ne pas résister à ce qui est. Voilà. Mais en même temps, ce que je viens de vous dire de pouvoir tout aimer, n'en faites pas un idéal ou un dogme, parce que même ça, c'est pas possible. Dans la dualité va apparaître, je ne peux pas tout aimer. L'inverse de tout aimer, c'est ne pas tout aimer. Vous me suivez? Donc on ne peut pas toujours tout aimer, parce que même ça, c'est une posture idéaliste. Donc il y a des limites là-dedans. Dès que vous vous identifiez à une posture, vous allez vous retrouver avec le contraire, on est dans la dualité. Donc ne vous attachez à aucune posture, à aucune vérité et à aucune croyance, parce que dans l'absolu, ça n'existe pas. Tous les points de vue sont dans la nature et tout est relatif. Donc c'est ça qui va vous faire souffrir, c'est l'attachement à une posture ou à une vérité ou à une croyance ou à un état de bonheur qui serait, voilà, qui passerait par ça.
et que vous allez vous agripper à ça. Ok, et là, il y a zéro liberté, je vous assure, vérifiez-le chez vous, il y a zéro liberté. Et regardez, les gens qui sont agrippés, ils ne sont pas libres du tout. Même quand on s'agrippe à une idée, hein, voilà, ils ne sont pas libres du tout. Ils sont accrochés à un truc. Ok, donc moi j'ai fini pour ma part. Vous avez un petit temps de questions ou de témoignages, ou de commentaires, ou de questions. Je viens prendre vos questions. Je vous fais passer le micro. Alors, merci. Et c'est pas fini, on a encore un petit temps de questions. Alors ceux qui veulent partir, ils partent, mais... ouais. Bah. Ah, non, c'est parce qu'à 7h30, en général, ils passent. Mais... voilà, vas-y. Oui, ma question, c'était par rapport à... Le micro, t'entendras plus. On prend les deux micros. Je suis pas passée par là. C'était par rapport au fait de se connaître, en fait. Oui. C'est-à-dire que quelque part, ça, c'est nécessaire de se connaître. Attends, parce qu'il passe devant la caméra, c'est assez moyen. Alors baisse-toi. Bon, vous verrez, hein, vous êtes devant la caméra, tant pis pour vous. Vous avez assuré. Ouais, vas-y. Ouais, c'est nécessaire de se connaître de bien se connaître pour que le couple fonctionne derrière. Parce qu'après, ouais. quelque part, et quelque part, cet apprentissage, il est infini. C'est-à-dire qu'on n'y arrive jamais. C'est un processus, en fait. Et quelque part, il y a un moment donné où il faut accepter de ne pas vraiment se connaître, parce qu'il y a encore plein de choses obscures dans soi, et malgré tout, aller dans une relation de couple. Et ça veut dire qu'il faut affronter, de par ce qu'on ne connaît pas de soi-même, ce que la personne en face ne connaît pas d'elle-même. Et en fait, la question, c'est comment on fait tout ce mélange-là, parce que ce n'est pas évident de gérer. C'est une très belle remarque, j'aime bien. Oui, c'est très juste ce que tu dis. De toute façon, il y aura toujours des zones sur lesquelles on n'aura pas la main, on ne contrôle pas tout. Il y a toujours des zones où on n'est pas très conscient de nous-mêmes, on chemine, comme tu dis, on est toujours en chemin, sans fin. On apprend toujours sur nous-mêmes. On ne se connaîtra jamais complètement, d'ailleurs, puisqu'on est volatile. Pour moi, on est volatile étant donné que nos formes pensées bougent sans cesse. On a des pensées, on a des convictions, puis après ça bouge, et puis après ça bouge, et puis voilà. Sauf les gens très rigides, mais sinon, on est mouvance, en fait. Donc, presque inattrapable. Donc, comment faire? Bah oui, se jeter, tu as raison. Prendre le risque d'une relation, sans tout maîtriser, sans tout contrôler, mais prendre le risque. Et puis après, qui vivra verra, puis ajuster. Après, il y a tout ce que j'ai dit dans une conférence qui s'appelait Les ingrédients du couple épanoui. Bien savoir communiquer, parler en vérité, négocier, on l'a vu. Enfin, tu vois, ça, c'est des choses qui s'apprennent au fil du temps. Mais de toute façon, il n'y aura jamais de relation parfaite avec des gens parfaits, qui se connaissent parfaitement et qui sont dans des relations dites abouties. Aucune relation ne sera achevée ou aboutie, ou parfaite, même dans des temps de maturité. Ça, ne t'inquiète pas, l'imperfection sera de ce monde. Et les limites, l'imperfection, c'est les limites. Donc, c'est intéressant d'avoir affaire, on est dans le thème, tu vois, la liberté, c'est d'accepter cette affaire. De toute façon, tu n'auras jamais une relation aboutie. Elle sera peut-être un peu moins naïve ou peut-être plus mature, mais jamais aboutie complètement. On n'achèvera jamais. On peut pas, ça va à l'infini, on ne peut pas se connaître, en fait. Tu as tout à fait raison, c'est un vrai pressentiment, ça. On peut chercher à se connaître, mais à un endroit... Parce que, puis même, le processus ne sera jamais achevé. Parce que se connaître, ça veut dire être illimité. Tu vois, à un moment donné, on ne peut pas se rentrer dans un cadre complètement, parce qu'on bouge tout le temps. Donc, c'est pas grave. On peut jouer le jeu. Voilà, la réponse. C'est pas une réponse non plus, tu vois, arrêtée. Vous remarquerez que j'ai jamais de réponse avérée, arrêtée. Parce que c'est pas possible, je ne détiens pas la vérité. C'est une opinion. Alors, autre question. Ouais. Vas-y, je te passe ça et ça. Je pense que c'est complémentaire à ce qui vient d'être dit. Vous avez parlé tout à l'heure de cadres, qu'il fallait fixer des cadres pour pouvoir se mettre dans une relation de couple. Mais effectivement, comme on est toujours en train d'évoluer, je ne vois pas comment on peut ne pas sortir du cadre. Ah oui, si. Si, on peut reprendre le cadre et le faire évoluer ensemble. Ce qui n'est pas terrible, c'est que je fais une sortie
sans t'en avoir parlé, que j'ai fait une sortie de cadre. Tu vois. Parce que là, alors après, il y a l'histoire de la trahison. Hein. Mais si tu as l'intention, tu te dis, oh là là, le cadre, maintenant, il ne me convient plus, ben, j'en parle à l'autre, et puis on voit comment l'autre y réagit en face. Est-ce qu'il y a possibilité d'ouvrir le cadre, ou de le modifier, ou de rajouter un critère, tu vois? Mais on le réfléchit ensemble, parce que si tu le fais tout seul dans ton coin, ça c'est le planqué en général qui fait ça, il a tellement peur de la réaction de l'autre qu'il fait ses trucs tout seul dans son coin, mais après il prend cher, parce que si jamais il se fait attraper, t'as l'autre derrière, oui mais tu m'as trahi, je te ferai plus jamais confiance, sorti du cadre, sorti du cadre. Donc le cadre il est fait pour bouger à deux, reprenez le cadre, ça ne peut pas être fixé 10 ans avant et on reprend pas. Forcément, on bouge. Donc, c'est bien de revenir sur le cadre et de dire on est toujours d'accord sur ce cadre-là ou est-ce qu'on rajoute des clauses, on en enlève? Comment on le fait avancer, en fait, cette histoire? C'est plus intéressant comme ça. À mon avis, t'auras moins de problèmes. Parce que le projet de couple, effectivement, il est mouvant. On ne peut pas être toujours, tu vois, on change, donc on ne peut pas avoir les mêmes goûts tout le temps, les mêmes envies, on avance, on comprend des choses, donc on ne peut pas être toujours fixe, quoi. Ok. Une dernière question, peut-être? Un témoignage ou sur la liberté. Amour et liberté, le thème du soir, hein, je vous rappelle. Bon, personne ne s'empêche de dire quelque chose. Vous venez pas à la fin, alors, me dire « Ah, j'ai pas dit un truc. Hein. » Vous voulez dire quelque chose? Alors, Oui, je vais essayer de parler fort. Super. Tout le monde peut m'entendre, je pense. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter tout particulièrement pour le déroulé et véritablement l'aspect très éclairant de votre démarche. Et elle est d'autant plus éclairante qu'elle m'a ramené à une pratique personnelle où j'ai adapté mes relations privées à mes relations publiques professionnelles. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, j'ai procédé à un double entretien de recrutement interactif entre la personne et moi-même pour m'assurer que le produit que je constituais était à peu près absorbable dans des conditions de confort et de sérénité minimales nécessaires à la personne. Et il se trouve que ça a correctement fonctionné. Alors, on a toujours fonctionné en CDD, jamais en CDI. Et ce qui fait que, effectivement, les CDD se sont bien passés, en général sur une durée de 3 à 5 ans, avec chaque année, en général au moment des vœux, un petit entretien de fonctionnement de la PME couple. oui, oui, voilà. c'est très juste. Alors, au départ, comme c'est présenté comme ça peut ne pas paraître très fun, mais c'est très efficace et très confortable et sécurisant pour l'une et l'autre des parties. Et il faut dire que, étant très jaloux de mon petit confort et surtout de ma sérénité d'esprit, partant du principe que l'interlocutrice, dans le cas précis, avait à peu près les mêmes besoins, au moins minimaux, eh bien, ça permettait effectivement, d'amortir les risques, et puis en même temps de faire un prévisionnel pour les mois futurs, de façon à assurer une sécurité, d'autant qu'à côté de ça, il y avait aussi les préoccupations de la gestion d'entreprise. Alors, deux gestions à la fois, il faut être très prudent pour justement ne pas se retrouver dans un inconfort particulier. Et donc, je vous remercie infiniment, car vous m'avez en fait un peu conforté dans cette méthode que j'ai petit à petit mis au point. Moi, je travaillais. Vous avez utilisé le vocabulaire de l'entreprise, oui. Avec un côté un peu peut-être choquant comme ça, mais en même temps, moi, je suis issue aussi du monde de l'entreprise. Hein, j'étais formatrice en entreprise, et je vois bien le parallèle entre le couple. Souvent, les gens parlent d'équipe, le mot équipe à deux, et le fonctionnement managérial en entreprise, où effectivement on fait des réunions, souvent je dis mais faites des réunions, des réunions de régulation, un peu comme on résout les problèmes, on les met sur la table, on parle en vérité, qui fait quoi, où, quand, comment, pourquoi,
parce que cette efficacité de l'entreprise, bien souvent, les gens en couple n'ont pas l'idée de le faire. Et ça peut être dommageable, effectivement, parce que c'est comme si ça va de soi qu'en couple, bon, au fil du temps, on s'entendait, on va s'aimer, on s'aime, on s'aimera. Non, on dit souvent, je le redis, on n'est pas là pour s'aimer, on est là pour apprendre à s'aimer. Et apprendre à s'aimer avec deux personnes différentes et qui bougent tout le temps, c'est pas gagné. Donc d'où l'intérêt, effectivement, d'utiliser un peu le monde ou le vocabulaire d'entreprise pour réguler, pour faire des débriefs, pour faire des contrats, revisiter les contrats, etc. C'est la même idée, en fait. Mais alors, je le dis différemment, mais c'est cette idée-là. Alors, effectivement, ça fonctionne, ça va mettre de la sécurité. Oui, mais effectivement, j'y ai aucun mérite, si vous voulez, dans la mesure où j'ai d'abord commencé par créer et reprendre des entreprises, et c'est après que le hasard a fait qu'il y a eu d'autres rencontres de type plus personnel, quoi, ou plus individuel. Il y a un mouvement philosophique, je ne me rappelle plus lequel, où ils ont vraiment utilisé tout ce qui est marketing et commercial, où ils disaient on ne peut pas être en relation sans s'utiliser l'un l'autre. Il y a un mouvement philosophique qui est basé là-dessus, qui est extrêmement intéressant, qui dit mais arrêtez de croire que l'amour c'est gratuit, l'amour, on donne généreusement, etc. Il y a toujours cette notion d'utilité. Donc, bon, ça c'est un autre débat. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a aussi des philosophes qui se sont penchés sur la question, justement, qu'on ne fonctionne pas comme ça tout le temps, gratuitement et généreusement, et le cœur ouvert et le chez ouvert. Non, ça c'est encore un idéal d'amour inconditionnel. Et je vous rappelle que la liberté, c'est de comprendre qu'on est dans des limites, qu'il y a toujours des limites. Alors je vais aller tout à fait dans votre sens, dans la mesure où je n'ai jamais dit à une interlocutrice que je l'aimais. Mais je lui ai toujours dit que je l'appréciais beaucoup. Et je lui ai précisé que le fait d'apprécier quelqu'un permettait également, éventuellement, de le déprécier. Mais déprécier pour des raisons tout à fait objectives, en les justifiant par des éléments factuels. Parfois, ça peut être mieux d'être moins grandiloquent, parce que y a des personnes qui se font abuser, parce que dans des discours, il y a les discours, mais les faits ne suivent pas. Mais n'oubliez pas qu'il y a des personnes, pas comme vous, qui disent « je t'aime », mais dans l'instant, elles peuvent être sincèrement dans « je t'aime », mais ça ne veut pas dire forcément qu'elles vous aiment tout le temps, et que voilà, c'est juste un cœur ouvert du moment. Mais il y a plus de personnes qui sont dans l'inverse, qui sont plutôt dans la grandiloquence du moment. Voilà. Bon, après, il y en a d'autres qui disent « jamais je t'aime », c'est aussi pas terrible non plus, mais soyez dans la nuance. Alors, effectivement, et une mesure de sécurité aussi, c'est d'essayer d'un petit peu, disons, assombrir le tableau par rapport à ce que nous constituons comme produit. Ce qui fait que ça laisse une marge de bonne surprise pour l'interlocuteur. C'est ce que je fais également avec mes banquiers quand je leur présente les prévisionnels. J'essaye toujours de les minorer de façon à essayer de leur laisser de bonnes petites surprises en fin d'exercice. Voilà. Eh ben, merci pour cette intervention rafraîchissante. Et puis à bientôt pour la prochaine conférence. Merci. Moi suivant alors.